En tout cas, merci d'être là, d'être si nombreux, aussi à ceux que je connais. Bon, merci Pierre de me recevoir au Cercle Aristote. Je voulais donner un remerciement tout particulier à Emmanuel Dargue, qui m'a permis de faire ma première conférence sur ce sujet notamment. Aussi, je tiens à remercier Sébastien Perimoni, il est bon comment il est là, pour toute la documentation qu'il a pu me donner, qu'il m'a donné notamment sur la finance verte. Je ne connaissais absolument rien avant d'aller sur ce sujet. On va l'aborder très légèrement, c'est pas le sujet, mais on verra que tout est lié, évidemment. Et aussi, merci à Christian Perron de m'avoir fait lire son dernier livre, qui est celui-ci. Le réveil 4 ans après, en 2024, qui est publié chez Guy Trédaniel. Et d'ailleurs, en guise de préambule, ce court extrait qui concerne tous ceux qui écrivent, tous ceux qui témoignent, vous aussi sans doute, quand lors des entretiens, donc Stéphane Chatry, donc c'est lui qui met l'entretien dans les livres, lui demande « Mais s'il refuse de vous écouter, à quoi servent finalement vos livres ?» Et Christian qui répond « Ils sont essentiels, car ce sont des documents pour l'histoire. » L'histoire, évidemment, avec un grand H. Plus tard, quand tout cela aura été oublié par les générations futures, des historiens chercheront à comprendre ce qui s'est joué. Ici, là, par rapport à ce que dit Christian Perron dans la crise Covid, mais dans toutes les crises qui ont été plus ou moins orchestrées. Et là, mes livres, parmi beaucoup d'autres, seront les témoignages, des liens vers des sources majeures qui permettront de comprendre à froid. Il faut témoigner, penser aux générations suivantes. Je pense que c'est tous nos motivations importantes. Alors merci à tous ceux qui informent, non sur cet écologisme, notamment donc ceux qui informent et non ceux qui disent ce qu'il faut penser, qui sont quand même très nombreux. Alors, je vais me présenter de façon très succincte, en tout cas mon actualité. Donc, je suis écrivain, philosophe, et en tant qu'auteur, j'ai la nécessité de me servir des savoirs scientifiques pour mon travail, pour le partager, pour aussi apprendre et voir les questions que ça pose. Au niveau sciences et philosophie, ça va de pair. Il faut quand même rappeler que jusqu'au XIXe siècle, les savants qui étudiaient la nature appelaient cette science la philosophie naturelle. Donc ça a toujours été lié, d'une certaine façon c'est toujours lié. Je publie aussi chaque mois des billets d'humeur sur la gouvernance entre guillemets de Macron pour montrer en creux ce qui me semble devrait être la vraie gouvernance, qui d'ailleurs montrerait à quelqu'un qui recherche, qui entretient ce désir d'enrichissement et de puissance, à la fois de la France et des Français, ce qui ne me semble pas être le cas. Certains de ces billets d'humeur ont été publiés sur François, et je souhaite tout réunir avec un recueil qui serait intitulé « Emmanuel Macron, un imposteur ?» Aussi, et ça va dans l'ordre de la conférence que je suis en train de vous donner, je prépare un livre sur l'écologisme. En fait, la fausse écologie dont les injonctions Covid rappellent ce qui s'est... les injonctions dogmatiques rappellent ce qui s'est passé pour le Covid. J'avais déjà écrit sur ce sujet en 2006, j'avais écrit un roman aussi avec la toile de fond de cet écologisme, sur notamment le greenwashing de la grande distribution, qui évidemment continue. En fait, cet essai pose la question suivante, innocemment: réduire le CO2 est-il de l'écologie ou de l'écologisme? Autrement dit, donc, je me qualifie d'artiste philosophe, rêver le monde, plus beau, et le mettre en acte. Qui me permet là de commencer donc, le début de cet exposé avec une grande question à vous poser. Adam avait-il un nombril? Alors, si, c'est une question existentielle, surtout si on désigne Adam comme le premier homme, et aussi simultanément Ève, parce que quand même, en l'état actuel de nos connaissances et de nos technologies, s'il n'y avait que Adam, nous ne serions pas là. Bon, en tout cas. Alors, de quand date cette question? Certes, certains vont me parler de Jacques Dutronc,
Hein, Jacques Dutronc, dans sa chanson, on nous cache tout, on nous dit rien, plus on apprend, plus on ne sait rien, hein, évidemment, c'est pas nouveau. On nous informe vraiment sur rien. Lors de son premier couplet, Adam avait-il un nombril? Alors, là, la question, moi, je l'ai trouvée dans ce livre de Michel de Précontal, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'intitule « L'imposture scientifique anti-leçon ». Je le mettrai après sur mon site. Alors, Michel de Pracontal fait partie des rares qui sont restés des journalistes scientifiques. Alors, l'imposture scientifique anti-leçon, qui a été publiée en 2005, en fait, c'est l'idée de nous donner des techniques afin de tout à chacun devenir des imposteurs en sciences. Donc, ça permet de voir évidemment l'imposture entre eux. Une des techniques présentées est celle que j'ai nommée « Mais les dieux à la science ». Alors qu'il s'agisse d'hier, donc avant 2005, donc avant la publication de ce livre, à aujourd'hui, au XXe siècle. Alors, d'hier, au début de la chrétienté jusqu'au XVIIe siècle, se pose la question, Adam avait-il un nombril? Eh bien, évidemment, cette question, c'est une vraie question pour les chrétiens, qui leur a donné quand même le vertige à constater leur parfaite ignorance sur le sujet. Qui supposait deux pistes de réponse? Ben non, il n'a pas de nombril, puisqu'il n'est pas né d'une femme. Ou, oui, il a un nombril, mais parce que c'est un prototype qui annonce la physiologie des futurs humains. En attendant, les artistes qui ne savaient pas, ben, ils ont mis une feuille de vigne, alors pas simplement sur le sexe de notre Adam, mais un peu plus haut, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Alors, qui pourrait répondre à cette question existentielle ? Qui d'ailleurs revient à s'interroger d'où venons-nous, et si la Bible n'y répond pas, la science peut-elle répondre à cette question? Alors, l'occasion de comprendre pourquoi on a pu croire que la science avait la réponse à cette question. Rappelons cette juxtaposition qu'il y a eu entre la science et les Saintes Écritures, qui avait permis une imposture, donc déjà une première imposture, celle des équations de Ptolémée. Alors, Ptolémée, 168 après Jésus-Christ, c'est un astronome, un mathématicien, un géographe grec et surtout qui avait triché. Alors, il avait truqué les chiffres pour faire entrer dans le système de croyance de l'époque qui correspondait effectivement aux Saintes Écritures, qui donne des équations du chiffré, hein, c'est comme quoi le chiffre donne cette impression que c'est véridique, et qui prouvait donc que le Soleil tournait autour de la Terre. Quand même, cette imposture, elle a duré 1500 ans. 1500 ans a causé des représailles à toute personne qui voulait démontrer l'inverse. Et notamment donc, le célèbre Galilée qui a quand même voulu donner ce savoir, donc que la Terre tourne autour du Soleil, ce qu'on appelle l'héliocentrisme, tout en sachant, donc c'est toute l'histoire de Galilée, tous ces problèmes avec le pape qui pourtant le soutenait, il a fallu quand même attendre 100 ans pour que ce savoir soit entériné. Donc on a une des premières impostures de l'histoire, qui quand même a fait naître au XVIIe siècle cet avant et après, grâce à Galilée, 1564-1642, qui est d'ailleurs considéré comme le père de la science moderne. La science moderne qui base ses conclusions sur l'expérimentation et l'observation. Ainsi, la science moderne a mis fin à ce que la science puisse répondre à cette grande question: Adam avait-il un nombril? La science moderne, en affirmant la prédominance de l'expérimentation et de l'observation sur les dogmes, la science sort du dogme au XIXe siècle et s'émancipe de Dieu, donc Dieu ne peut être mêlé à la science. Ça y est, c'est fini, on a eu la science moderne. Eh ben non, pas tout à fait, ça revient un peu en arrière, même avant 2005. Au XIXe siècle, on s'interroge de nouveau. Alors, c'est pas tout à fait si Adam avait un nombril, hein, vous avez compris aussi que c'est une métaphore, bien sûr, mais des questions équivalentes. Le XIXe siècle, c'est le début de l'industrialisation, mais aussi des nouvelles matières scientifiques, comme la géologie, la paléontologie, qui remettent sur les devants de la scène, évidemment, des questions existentielles. Le monde a-t-il été créé en 7 jours, comme le dit la Bible, ou pas?
Qui avait-il avant la naissance de la Terre, avant les premiers hommes? Qui sont les premiers hommes? Seraient-ils des singes, comme le dit la théorie de l'évolution de Darwin, ce qui remplit d'effroi beaucoup de monde qui aurait préféré la version biblique d'être né bipède tout de suite. Et c'est aussi le 19e siècle, ce siècle du célèbre médium Eusapia Palladino. Alors, Eusapia Palladino, elle fait bouger les tables, elle fait voler des objets, il y a des mains baladeuses, il y a des courants d'air froid qui sortent de sa tête. Bon, après maintes enquêtes et seulement au bout de 20 ans, elle se révélera qu'un illusionniste doué, certes très doué, mais avant, elle a fasciné les intellectuels de l'époque, donc le philosophe Henri Bergson, les physiciens Pierre et Marie Curie. Donc il y a bien Pierre Curie qui tente de lui construire un anémomètre pour voir ces courants d'air froid qui sortent de la tête, donc de Zapia. Alors un anémomètre, moi je ne savais pas, hein, c'est un appareil permettant de mesurer la vitesse ou la pression du vent, hein, donc tout le monde a contribué. C'est aussi l'astronome Camille Flammarion. C'est aussi cette même époque où de nombreux scientifiques et intellectuels se passionnent pour les tables tournantes, pour l'esprit frappeur, hein, l'esprit est là. On a des illustres écrivains tels Victor Hugo, Honoré Balzac, Arthur Conan Doyle, dont le papa de Sherlock Holmes. Il y a ce désir authentique de prouver de façon scientifique l'existence de phénomènes paranormaux. C'est une époque, donc le 19e siècle, qui se fait conjuguer une période d'industrialisation hyper matérialiste et simultanément c'est l'essor du spiritisme. Peut-être un besoin de retrouver un équilibre entre les deux, l'idée de créer une unité entre le savoir, la science et la religion, la croyance, qui va faire émerger une parapsychologie scientifique et aussi va faire émerger des controverses interminables sur les forces mystérieuses qui persistent aujourd'hui. Voilà, d'aucuns parlent de parascience, reste que les preuves se font attendre, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, que c'est faux et tout, c'est que scientifiquement, on ne peut pas le prouver. Donc, qui montre l'évidence du décalage entre religion et les découvertes scientifiques. Est-ce qu'il n'y a pas d'unité du tout entre croyance et savoir ? Mais alors, qui allait nous dire pour Adam cette histoire de nombril? Avait-il un nombril? Donc, on arrive maintenant à la période des années 80, où là encore, on veut se faire mêler Dieu à la science. Plusieurs dieux. Donc là, le dieu, c'est les créationnistes qui ont lancé aux États-Unis une polémique visant à faire reconnaître le récit biblique de la Genèse comme une théorie scientifique. Alors, je ne dis pas que c'est faux, mais pour eux, ils voulaient que ça soit une théorie scientifique, que Genèse et la théorie de l'évolution devaient ainsi être traitées à égalité dans l'enseignement et dans les manuels. Et lors de la première campagne électorale, la politique arrive, en 1980, Ronald Reagan déclarait « Si on se décide à enseigner donc, la théorie de l'évolution dans les écoles, je pense qu'il faudrait aussi enseigner le récit biblique de la création. » Donc cette science créationniste qui prétend réfuter la théorie de Darwin en prétendant qu'il subsiste de nombreux débats à propos de l'évolution, sous prétexte que les scientifiques eux-mêmes n'étaient pas d'accord entre eux, les créationnistes ont soutenu que la réalité de l'évolution, que ce n'était pas établi, c'était une hypothèse encore à confirmer. Ah oui, mais les scientifiques, comme encore aujourd'hui, n'ont jamais dit que, notamment cette théorie, était infaillible. Reconnaître que les mécanismes de l'évolution ne sont pas entièrement compris, on verra que ça va être pareil aussi pour le climat, etc. Qu'il n'y a donc pas de consensus, c'est un terme qu'on entend beaucoup, qu'on va retrouver, n'implique nullement une mise en cause de l'évolution. Les théories scientifiques progressent, elles ne sont pas figées, sinon ce ne serait pas des théories scientifiques. Et trouver une meilleure explication d'un fait ne signifie pas que le fait lui-même est rejeté. Alors, ce prétexte, cette absence de consensus, ça montre quand même que le débat du créationnisme, là, révèle plus de la politique que de la science. Quand plusieurs États américains ont voté des lois favorables à l'enseignement de la science créationniste, de nombreux juristes dénoncèrent le caractère anticonstitutionnel. Donc là, la justice a réglé ce différentiel.
Les exigences de ces fondamentalistes religieux ont été toutes rejetées. En juin 1987, la Cour suprême annula la dernière loi en faveur du créationnisme. Dire, bon, alors les années 80, ça y est, c'est réglé, 1987, ben, c'est pas encore réglé. Fin 20e, début 21e siècle, même si on n'a toujours pas la réponse sur le nombril, il y a un dernier sursaut avec ces scientifiques qui renouent avec la preuve religieuse, ces gourous de secours, comme les nomme donc l'auteur Michel de Pracontal. Alors nous avons ces auteurs New Age avec les amalgames ne font pas peur. Alors pour parler du New Age, donc le New Age qui a été financé par Laurence Rockefeller, qui rejoignait les thèses développées par Pierre Teilhard de Chardin. Donc là je me sers bien de ce livre excellent que j'ai vu, qu'on a ici, qui s'intitule Les Rockefeller, maître du jeu de Jacob Nantankar, qui est en 2023, qui a été publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est extraordinaire, je vous le conseille, ça explique énormément comment tout s'est mis en place. Teilhard de Chardin, 1881-1955, donc nous dit l'auteur, les visions du futur de Teilhard étaient également étroitement liées au développement de la technologie cybernétique. Le premier pas vers le développement de la noosphère est l'Internet. Et sera la vision suivie par le développement d'un super-humain technologiquement amélioré. Avec une conscience globale, unie, et des nations unifiées sous un gouvernement mondial. Donc déjà, c'était déjà au point. Bon. Et effectivement, c'est le New Age. Le New Age, c'est pas forcément le Peace and Love, sous couvert de ça, c'est pas du tout ça qui est mis en place. Et notamment aussi avec l'hypothèse Gaïa, qui est reprise aujourd'hui par des groupes écologistes, qui nous prétendent que la Terre va être menacée. Pas du tout ce que nous prétendent, donc c'est un de mes auteurs préférés, donc Michael Crichton dans Jurassic Park. Pour mémoire, c'est une courte présentation de l'histoire. Jurassic Park, c'est un parc d'attractions avec des dinosaures revenus à la vie à partir d'ADN fossilisé. C'est un projet qui va être dirigé par un milliardaire qui s'appelle John Hammond et avec son équipe de généticiens qui sont évidemment peut-être beaucoup gonflés d'orgueil, tous persuadés que tout est sous contrôle et sans danger. Vous vous doutez bien que ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer avec les dinosaures. Bon. Et donc voilà ce que nous dit cet auteur à travers ce livre, où donc, nous on nous soutient que la planète est en danger. Et lui, il rappelle, donc, il y a à un moment donné un échange où on imagine qu'il va y avoir une catastrophe nucléaire. Bon, je ne souhaite pas parler de l'actualité, mais bon. Et voilà ce qu'on nous répond. Quelques milliards d'années seraient peut-être nécessaires pour que la vie se développe à nouveau dans toute sa variété. Et elle serait naturellement très différente de celle que nous connaissons. Mais la planète survivrait à la folie des hommes. La vie survivrait à la folie des hommes. Nous sommes les seuls à penser autrement. Et, dit-il à la fin du chapitre, il faut que cela soit bien clair, dit-il. Ce n'est pas la planète qui est menacée, mais nous. Nous n'avons pas le pouvoir de détruire la planète, pas plus que de la sauver, mais il se peut que nous ayons le pouvoir de nous sauver nous-mêmes. Il se peut. Et effectivement, l'humain est en danger par rapport à certaines personnes qui d'ailleurs le disent très clairement. Je vous lis juste ce passage d'un rapport qui a été fait au Club de Rome, qui a été intitulé « La première révolution mondiale », suivant à chaque fois le mondial, et qui nous établit que, donc ça date de 1991, qui nous établit l'ennemi commun de l'humanité, c'est l'homme. C'est ça qui est décidé. C'est lui l'ennemi commun. En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, la pénurie d'eau,
la famine, etc., sont causées par l'intervention humaine et que ce n'est pas le changement d'attitude et de comportement qui peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. C'est celle-là qu'on nous dit, on veut convaincre. Aussi, de la même façon, donc relier une certaine idée de Dieu avec certains généticiens qui parlent d'un déterminisme génétique, qui prétendent, par exemple, avoir identifié les gènes de l'intelligence, du bonheur, de l'homosexualité. Rappelons quand même ce qu'est un gène, qui est seulement un segment d'ADN qui code une protéine. Donc, on ne peut absolument pas trouver de gène de l'intelligence. Mais on a voulu donner cette croyance. Et même à supposer que l'on sache traduire toutes ces aptitudes et traits de caractère en termes biologiques, ce qui est loin d'être le cas, il resterait très douteux qu'il soit étroitement lié à un gène et à sa protéine. Vu déjà qu'une maladie, qui n'est pas une compétence, dépend elle-même de toute une batterie de gènes et d'interactions avec l'environnement. Donc il n'y a pas de déterminisme. Ça n'est pas scientifique que de dire qu'il y a déterminisme. La biologie du développement est un processus d'une extrême complexité et il n'est pas sûr que l'on puisse un jour l'expliquer complètement. De la même façon que le climat, mais ça nous verrons après dans la deuxième partie. Donc tout ça, en tout cas, ça nous met bien au-delà de l'inné et de l'acquis. Et donc là, il nous parle par rapport aux dinosaures, mais ne sommes-nous pas parfois des dinosaures nous-mêmes, au vu de certains. Le comportement des dinosaures n'avait jamais été pour Henry Wu une préoccupation majeure. Alors Henry Wu, c'est un des généticiens qui était persuadé qu'il avait tout contrôlé, etc. Avec juste raison, le comportement n'était qu'une conséquence secondaire de l'ADN, comme la fabrication d'une protéine. On ne pouvait sérieusement prévoir le comportement, pas plus qu'on ne pouvait le contrôler. Si ce n'est de manière très sommaire, en rendant par exemple un animal dépendant d'une substance alimentaire par la suppression d'une enzyme spécifique. Mais en règle générale, le comportement échappait au domaine des connaissances. Il était absolument impossible, en étudiant un fragment d'ADN, de prévoir un comportement. Donc, ce qui est valable pour les dinosaures est valable pour lui. Alors, concernant hier, conclusion, alors c'en est fini de savoir pour le nombril, qu'il soit d'Adam, d'Ève ou de quiconque. En tout cas, il est question de comprendre et d'accepter que tout ne peut être expliqué. Aussi que la science ne peut répondre à tout. Certainement que la principale motivation qui pousse les humains à recourir à l'hypothèse Dieu, donc est mêlée de la religion, notamment en science, et de vouloir croire que le monde a un sens. Mais la réalité est que nos théories scientifiques sont des descriptions fragmentaires, qu'elles ne se raccordent pas toutes entre elles et que nous n'avons aucune garantie que le monde ait un sens. Car c'est nous-mêmes qui produisons ce sens. Il est vrai qu'avec la science, les outils scientifiques, l'humain est capable de produire un discours logique et pertinent à propos d'un monde qui lui-même n'est ni logique, ni pertinent. Donc ça produit un effet de sens. L'explication scientifique n'est pas la réalité, mais une perception d'une fonction du réel. La science n'est pas là pour trouver un sens à sa vie. D'ailleurs, c'est ce qui incombe à chacun, donc que ce soit avec la croyance, religion, mais aussi tout ce qui est de l'ordre intuitif, de l'intime, du ressenti, de ce qui ne peut être prouvé. Nous faisons faire la distinction entre le savoir, la science, et la connaissance, donc cette approche intuitive qui dépasse la catégorisation. Donc ça d'ailleurs c'est le propre de mon travail philosophique en cours, où chacun est amené à décider du sens de sa vie, tel un explorateur de lui-même, d'autrui, de faire connaissance avec lui-même, au-delà de la biologie, ce sens qui est mouvement perpétuel, jamais figé, jamais déterminé, et une fois pour toutes, et qui me fait écrire cet aphorisme, nous sommes tous pareils, puisque nous sommes tous différents. Et comme le confirme là cette citation de Freud en 1938, alors Freud, il faut savoir que pour obtenir des financements, quand il a lancé la psychanalyse, il a voulu dire que la psychanalyse était de la science. La psychanalyse est de la connaissance.
Et là, cette fois, il dit clairement, donc en 1938, c'est un an avant son décès, ce qu'est vraiment la science, qui est une représentation du monde, est une construction intellectuelle qui résout de façon homogène tous les problèmes de l'existence à partir d'une hypothèse qui commande le tout. Et par conséquent, aucun problème ne reste ouvert, ou tout ce qui nous intéresse trouve sa place déterminée. Quel rêve! Évidemment, ce n'est pas le cas en psychanalyse, qui est un outil de connaissance, ou l'hypnose, voilà. Alors la science est bien une représentation qui ne peut prétendre à la vérité absolue, qui ne peut donner un mode d'emploi pour vivre. Et à mon sens, l'approche la plus juste pour voir ce qui est, c'est à la fois la conjugaison du savoir, donc je sais, la science, de la connaissance, l'intuition, l'inexplicable, je sens, et la croyance, je crois. À condition évidemment de ne pas faire d'amalgame comme on a tenté, comme on tente toujours de le faire. Et qu'aussi la science elle-même, d'ailleurs, est évolutive, en perpétuel questionnement, à poser toujours de nouveaux savoirs. Tout est en mouvement, comme c'est aussi l'a précisé. Alors, les systèmes vivants ne sont jamais comme les systèmes mécaniques. Nous ne sommes pas des machines, même si certains voudraient qu'on en soit. Ils ne sont jamais en équilibre, ils sont une instabilité structurelle, ils peuvent paraître stables, mais ne le sont pas. Tout est mouvement, tout est changement, dans un sens, tout est au bord de l'effondrement. Son interlocuteur lui dit, mais si, la température du corps, ça ne change jamais. La température du corps, elle varie constamment. Constamment, elle se modifie suivant un cycle de 24 heures, plus basse le matin, plus élevée l'après-midi. Elle varie selon l'humeur, l'état de santé, l'exercice physique, la température extérieure, la nourriture. Elle subit d'incessantes fluctuations, d'infimes soubresauts. À tout moment, certaines forces font monter la température, les forces contraires, après, le font descendre. Elle a une instabilité structurelle et tous les autres aspects du système vivant sont analogues. On le sait pour les hormones, on le sait pour tout. On est en perpétuel changement, notre corps est en perpétuel changement. Donc la science nous permet de sortir du connu, du su, pour aller vers l'inconnu, à apprendre le nouveau. Rien n'est déterminé définitivement, dépend du cadre donné, ne peut être un complet consensus. Je ne fais que le répéter, ça ne peut être jamais, jamais, jamais un complet consensus. Et ne peut en aucun cas justifier de délivrer des injonctions dogmatiques. Pourtant, certains voudraient croire y trouver un mode d'emploi pour vivre, que certaines dérives médicales, notamment, sont propres à le faire croire. Telle cette docilité à appliquer les injonctions pourtant contradictoires lors de la crise Covid. Il semblerait que quand moins de gens trouvent de sens à leur vie, plus ils voudraient que la science leur en fournisse, tellement avoir besoin de croire que le monde a du sens, et prêt surtout à croire quiconque le prétendra d'avoir saisi ce sens, leur asséner des certitudes et leur dire ce qu'ils doivent faire, et ainsi se laisser berner par les imposteurs. Donc, malgré les sursauts, les retours en arrière, la science n'est pas une religion, sinon c'est une imposture. Alors, Adam avait-il un nombril, Ève? À cela, nous devrons reconnaître que nous n'avons aucune certitude. En revanche, bon, j'ai un scoop. La côte d'Adam, Ève ne vient pas de la côte d'Adam. C'est un problème de traduction qui, correctement traduit, dit qu'il est question que Ève ait été créée aux côtés de Adam. Voilà, enfin, en tout cas, une fausse certitude en moins. Qui me permet d'arriver à la deuxième partie. Donc le XXe siècle. Alors aujourd'hui, fait-on encore se mêler Dieu à la science? Avons-nous encore affaire à de la fausse science? Alors, avec ces expressions, preuve scientifique, consensus scientifique, afin d'imposer un dogme au détriment du savoir, une forme de rétrogradation, comme on avait vu successivement, des retours en arrière. Alors, moi, je dirais que c'est plus exactement un renversement. Après la science qui justifierait donc la religion, l'irrationnel, comme le 19e siècle, qui donnerait du sens, comme on a tenté le 20e siècle, la science peut-elle se faire religion, une forme de religion scientifique? La science pourrait-elle être confondue avec de la religion?
Même la science du XXIe siècle est-elle une nouvelle religion qu'on est en train de mettre en place? N'assistons-nous pas avec un retour du religieux en force avec le Covid? Alors évidemment, quand je parle du Covid, je ne parle pas de la maladie, je ne parle pas du virus, hein, mais de toutes ces pratiques qui ont été imposées au nom de la santé, avec ces maîtres à penser, ces prêtres, et puis surtout ces restrictions, ces interdictions. Mais aussi, dans la même lignée avec l'écologisme, hein, donc cette fausse écologie, mais effectivement véritable dogme, qui m'amène à vous présenter donc le GIEC. Le GIEC, c'est cet organisme international dont se réclament les carbocentrismes, tels que les a surnommés Benoît Ritaud. Hein, donc Benoît Ritaud, dans ce livre-là, c'est un livre de 2010, donc intitulé Le mythe climatique aux éditions Seuil, Sciences ouvertes. Ce qui est intéressant dans ce livre, à l'époque en 2010, et c'est intéressant et inquiétant, c'est qu'il pensait qu'on en était à la fin du mythe climatique, du CO2 et tout. Donc il écrit ce livre en disant, bon bah ça y est, on arrive au bout. Non, visiblement. Hein. Alors, le GIEC. Alors le GIEC, ça signifie en français groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, la dénomination originale en anglais est IPCC. Et nous précise Christian Girondeau, donc là, un autre livre absolument fabuleux, enfin tous ces auteurs, hein, Benoît Ritaud, Christian Girondeau, après je parlerai de François Gervais, enfin fondamentaux à lire. Donc là, le CO2 est bon pour la planète, sorti lui en 2022 aux éditions de l'Artilleur. Il nous dit, il faut ajouter que le GIEC n'est pas un organisme d'experts. Je vous ai bien dit groupe d'experts. Hein. Mais est composé des représentants des 194 pays qui y adhèrent et dont l'immense majorité ne dispose évidemment d'aucun expert en sciences climatiques. Pas d'experts en sciences climatiques. On notera que le véritable titre de l'organisme, donc IPCC, donc qui signifie Intergovernmental Panel on Climate Change, ne comporte pas le mot expert. Pourtant, étonnamment, dans la traduction de différents pays, il y a le mot expert. Bon. Et pour vous en dire un peu plus, je vais vous lire la fiche, enfin une partie de la fiche Wikipédia du GIEC. Parce que on sait bien que Wikipédia, hein, depuis 2020, se fait cette mission de dénicheur de complotistes. Mais voilà, je vais me fier à ce qui est écrit, et rien qu'à lire ce qui est écrit, ça montre déjà le tendancieux quand même de cet organisme et dont le qualificatif scientifique aux sciences modernes, hein, donc sciences modernes qui basent ses conclusions sur l'expérimentation et l'observation. Il y a beaucoup de certains scientifiques qui oublient ou qui se disent scientifiques qui oublient ce terme. En tout cas, sur cette fiche, rien que la fiche Wikipédia, on verra que ça ne va pas de soi. Donc le GIEC, donc, ce groupe d'experts, ainsi traduit, donc, a été créé en 1988. Et nous dit Wikipédia, le GIEC travaille à rendre compte des différents points de vue et des incertitudes tout en dégageant clairement les éléments qui relèvent d'un consensus de la communauté scientifique. Ah, consensus scientifique. Ce n'est pas contradictoire. La science ne peut pas être consensuelle. Bon, contrairement évidemment à la politique. Il a donc pour mission, poursuit-il, d'établir régulièrement une expertise collective scientifique sur le changement climatique. Les apports de ces documents sont utilisés par les décideurs politiques. Bon. Donc, est posé d'entrée le postulat d'un changement climatique. Il a pour mission d'évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, dit-il, claire et objective, les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d'origine humaine. Donc là encore, on a un nouveau postulat. Alors, on apprend du coup que le réchauffement climatique est un risque. Et on apprend aussi, donc c'est le postulat qui est posé d'emblée, hein, c'est-à-dire qu'on va finalement trouver ce qu'on a déjà décidé de chercher, ce qui évidemment n'est pas vraiment scientifique. Donc posé d'origine humaine, anthropique. Alors, nous dit-il, il n'a pas, donc Wikipédia, il n'a pas pour mandat d'entreprendre des travaux de recherche et de suivre l'évolution des variables climatiques. Bon, c'est dommage. Le GIEC n'a donc pas un organisme de recherche.
ne sait pas trop, mais c'est un lieu d'expertise visant à synthétiser des travaux menés dans des laboratoires en fonction d'un problème précis pour lequel les États membres de l'ONU l'ont mandaté par l'ONU, qui est une émanation proprement politique. Alors, de la science à la politique, là, c'est Wikipédia qui mentionne les liens entre scientifiques, politiques, lobby économique et ONG environnementales. Et là, c'est pas moi qui le dis. Ainsi, on est fait, du coup, des révélations par Wikipédia de la distance qui est prise avec la science moderne. Alors, ce GIEC qui dresse régulièrement un rapport, là, on en est au 6e, en mars 2023. Il y aura un 7e qui est prévu pour 2029. Alors, l'idée, c'est les pays ne veulent surtout pas que ça change en termes de rythme. Ça doit rester pareil. Donc, celui de 2029 sera fait après le prochain bilan de l'accord de Paris, qui lui est prévu en 2028. Ils ne veulent surtout pas d'autres publications spécifiques. On reste pareil. On reste pareil, mais évidemment, puisque l'idée, le but, c'est simplement de chaque fois tirer la sonnette d'alarme, supposant d'ailleurs que si l'on ne fait rien, le monde pourra sa perte. Nous offrons du coup aussi un discours apocalyptique, l'apocalypse, les termes religieux qui sont bien là, où la décroissance est vendue comme un retour à l'essentiel, la décroissance, telle une propagande sous couvert de morale. Oui, mais c'est pas en contradiction avec ce que nous sommes encouragés à faire dans notre société. Nous sommes encouragés dans nos sociétés capitalistes à consommer, puisque la consommation de chacun, c'est ce qui permet la croissance. C'est cet indicateur qui détermine encore actuellement, la puissance d'un pays, notamment avec le PIB. N'assistons-nous pas à une injonction paradoxale? Parce qu'en même temps, on nous encourage à consommer, enfin, de gré ou de force, avec l'obsolescence programmée. Qui n'a pas eu ses électroménagers. Enfin, moi, c'est avec les imprimantes que je suis un peu en guerre. En fait. Et en même temps, on demande aux gens de se priver pour la planète, tels des sauveurs. Donc nous sommes missionnés à être des sauveurs. Alors, on doit accepter ce sacrifice, même se laisser ruiner jusqu'à céder nos libertés fondamentales, donc celle d'aller et venir. Donc, on a la circulation alternée. Pour les Parisiens, à partir du 1er octobre, c'est 50 km/h sur le périph' Paris. C'est encore une nouvelle. Ça ne sert à rien sauf à dire aux gens je vous mets au pas. Enfin, en tout cas. Aussi, on se pose la question d'avoir notre propre logement. On a, rappelons-nous, ce ministre du Logement, Emmanuel Vargon, qui a qualifié en octobre 2021 que les maisons individuelles étaient un non-sens écologique, économique et social. Bon, donc ce ministre qui est aussi propriétaire de logements individuels, alors peut-être après voir se restreindre sur ses besoins essentiels comme de manger, de s'hydrater, jusqu'où ira ce sacrifice. Alors moi j'ai appelé le GIEC tel le Vatican de l'écologisme, qui nous dresse la mission de sauver la planète. Et alors, ça... Effectivement, alors c'est la réalité, puisque en fait les chefs religieux, on fait des chefs religieux, donc ça depuis, je vais vous lire un texte depuis mai 2015, qui deviennent des activistes du climat. Donc c'est même pas une boutade, c'est une réalité proprement dit. Alors, ces chefs religieux, donc 50 ans après que la famille Rockefeller ait contribué à inscrire la menace climatique à l'ordre du jour du président Lyndon Johnson, il était temps que les chefs religieux du monde entier s'impliquent. Les religions constituent un bloc crucial qui pousse à l'action climatique, dans l'idée du soin de la création, qui a incité de nombreux chrétiens fidèles à comprendre que Dieu leur demande d'être les gardiens de la planète, ce qui implique de soutenir les efforts de lutte contre le changement climatique. Alors, pas simplement, donc là, il y a l'encyclique de Laudato Si du pape François, mais évidemment, c'est arrivé sur toutes les religions, puisque déjà 2 mois après, c'est le monde musulman qui a suivi. Donc les chefs religieux de l'islam ont annoncé que c'était une obligation religieuse pour les 1,6 milliard de musulmans du monde
de lutter contre le réchauffement climatique. Donc après, tous les chefs religieux de toutes les religions se sont donné cette mission de sauver la planète. Les humains, je ne sais pas s'ils ont oublié. Bon. Alors, évidemment, on nous indique le bien et le mal dans nos comportements de consommateurs. On use, comme toute religion, de culpabilité, de la honte, une doxa, un discours moralisateur, où les non-croyants donc, sont les écolo-sceptiques, en tout cas par rapport à l'écologisme. Ce seraient ces nouveaux méchants, voire des hérétiques, hein, peut-être. Une chasse aux sorcières, à risquer le bûcher. N'oublions pas Macron quand il parle d'état d'urgence écologique, ça en novembre 2022, qu'entend-il par là? Et encore en ce début octobre 2023, en France, on a eu un groupe transpartisan de députés à travailler sur une proposition de loi en faveur d'une plus grande responsabilité des médias concernant les sujets environnementaux, accusant ceux qu'ils appellent les climato-sceptiques de déformer les faits scientifiques parce qu'ils ne délivrent pas le consensus scientifique du GIEC. Parce qu'ils ne délivrent pas le consensus scientifique du GIEC, qui n'est pas un lieu d'expertise. Bon, alors ça, ils sont toujours en travail le jour d'aujourd'hui. Simultanément, donc pendant que ces députés travaillent, nous avons RFI, donc Radio France Internationale, qui pose simultanément le débat du jour avec cette question: faut-il censurer les climato-sceptiques? Bon, enfin là, la chose est clairement dite, hein, quand effectivement ceci est dans la ligne droite, évidemment, de Radio France, qui nous expose son tournant environnemental. Alors là, c'est un texte qui date du 30 août 2022. Donc, nous dit le site hein, de Radio France, hein, notre radio nationale, publique, payée par... la crise climatique fait l'objet d'un consensus scientifique international solide. On a toujours encore le consensus. Depuis plus de 20 ans, documenté par le GIEC, hein, dans ses rapports successifs. Plus personne ne peut en ignorer les conséquences graves et concrètes sur l'environnement, ni sur l'économie et la vie humaine. Beaucoup a été fait pour parler des enjeux environnementaux sur nos antennes et faire de Radio France un média de service public écologiquement responsable. Un média de service public écologiquement responsable. Pourtant, face à l'ampleur et l'urgence climatique, nous sommes résolus à aller plus loin. Radio France engage un tournant environnemental. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Je ne vais pas tout vous dire, mais quelques exemples déjà qui... Bon, on a vraiment changé de paradigme. Apparemment, pour eux, c'est normal. Alors, ils nous disent, nous nous tenons résolument du côté de la science, et voilà, en sortant du champ du débat la crise climatique. On ne débat plus. C'est tout à fait normal pour une radio de ne plus débattre. C'est voilà. Donc, on ne débat plus ni de son existence comme son origine humaine. C'est écrit hein, sur leur site. Hein. Elle est un fait scientifique établi. Pas une opinion parmi d'autres. 2, nous dit, nous fournirons une information de confiance sur les effets de la crise climatique en France et dans le monde en nous fondant sur les données vérifiées et en utilisant un vocabulaire qui reflète la réalité de cette crise sans la minorer. Ça, on s'en doute qu'il n'allait pas la minorer. Il y a déjà tout un gros vocabulaire qui est mis en place. Et alors, ça, nous accélérons notre transition, hein, il y a beaucoup de transition en ce moment, vers une publicité plus responsable en visant l'exclusion progressive des produits et services les plus polluants. C'est pas très sur quel critère. Nous augmenterons de 15% par an le volume de publicité consacré aux produits et services entreprises responsables, mesuré par un organisme extérieur. Je ne sais pas qui est cet organisme extérieur. Et nous élargissons notamment le nombre d'espaces publicitaires offerts aux organisations engagées dans la transition. Hein, ça s'appelle plus 20% d'espaces transition en commun. Donc, que penser des positions de Radio France, qui est quand même payée par les Français? Que se passe-t-il pour ceux qui n'iront pas dans le sens du consensus scientifique? Donc, que ce soit les journalistes, que ce soit même les employés, hein, peut-être que...
N'est-ce pas, effectivement, la censure. Alors, moi, en tout cas, ça me fait m'étonner que le scepticisme en sciences soit montré comme un défaut. Vraiment, c'est... Bon, qui, du coup, me rend sceptique, hein, je ne sais pas si vous, notamment sur ce groupe de députés dont les motivations ne peuvent être assurément de la science. Quand aussi, donc, l'écologie est confondue avec de fausses mesures qui deviennent donc cette dérive, donc l'écologisme, qui nous dresse toute une liste de mesures qui interrogent. Alors notamment l'interdiction des sacs de caisse, enfin de gratuité des sacs de caisse, cible quasi exclusive de la lutte contre le plastique, à la taxe carbone avec un gaz carbonique diabolisé. Alors, j'avais vraiment envie de parler du plastique, là, parce qu'il s'agit de mieux comprendre ce qu'est le plastique. Et à s'interroger sur le pourquoi de cette lutte contre ce matériau, et même si cette lutte a un sens. Donc là, je me suis servi d'un livre qui s'intitule Plastic Bashing, l'intox. Bashing, donc c'est le dénigrement, moi je dirais cabale, plus exactement. Donc c'est publié, c'est sorti en 2023, c'est le seul, m'a dit l'auteur sur le plastique, qui a quand même été publié au Cherche-Midi. Il va être traduit en anglais et il y aura la suite qui va être écrite et qui va être publiée l'an prochain. Et qui justement relatera de tous les problèmes qu'il a eus et tous les avantages et ce qu'il a réussi à faire comprendre avec ce premier livre. Alors donc l'auteur Joseph Taillefer, donc il est secrétaire général de Plast Alliance, une organisation professionnelle de la plasturgie des composites. Alors il répond à le terme ce méchant plastique, pourtant présent quasiment partout pour de très bonnes raisons, très difficilement, voire pas du tout remplaçable par un substitut aux performances et aux qualités au moins égales. Je ne parle même pas de l'aspect économique. Qui fait même dire au journal Le Monde, bien que pro-décroissance, aujourd'hui, sans plastique, l'être humain ne sait ni se nourrir, ni se loger, ni se déplacer, ni se soigner. Il est évident que si ici on retirait tout le plastique, alors déjà on n'aurait plus de vêtements, et alors tout c'est cool. Le plastique, on a partout, c'est un matériau il y a 1001 plastiques. Alors, la plasturgie est une industrie qui fait figure de symbole de la croissance économique. Alors, est-ce que c'est ça qui gêne ? Ayant comme premier adversaire, nous dit-il, les apôtres de la politique de la décroissance, toujours ce relent religieux. Le plastic washing est un des aspects de cet écologisme proche de l'intégrisme où la foi en un dogme empêche toute discussion, tout débat argumenté et scientifique. On l'a vu, Radio France ne voulait plus de débat, que c'était scientifique. Telle une religion, effectivement, notamment donc, dans cet exemple des sacs de caisse, avec des dogmes. Donc on va supprimer le plastique via les sacs plastiques, avec des rituels, le talk bag qui vont que l'on sauve la planète sans doute, des boucs émissaires, ceux qui disent non aux sacs payants, des sacs plastiques payants. Puis je ne sais pas si vous avez vu là aussi une transition, elle est réelle. Maintenant, on a des sacs papier payants. On ne sait pas pourquoi on est arrivé au sac papier payant, mais on est arrivé au sac papier payant. Au départ, c'était la suppression de gratuité des sacs plastiques. En tout cas, c'était très difficile pour un commerçant de résister. Il faut quand même savoir qu'en cas de non-respect de cette interdiction, le contrevenant peut être mis en demeure de respecter l'argumentation. Jusqu'ici, tout va bien. S'il passe outre, il est passible des sanctions administratives et ou des sanctions pénales prévues par le Code de l'environnement, soit 2 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Ça calme un peu. Alors moi, j'avais écrit un premier article en 2006, on peut le retrouver sur mon site actuel. En fait, j'étais contre cette interdiction de la distribution gratuite des sacs de caisse, qui évidemment n'était pas gratuit, on peut s'en douter, mais en tout cas la distribution l'était, assurément culpabilisante, qui insulte en fait notre intelligence, car nous ne pouvons en aucun cas régler la pollution plastique, qui elle est bien réelle. Quand en même temps et depuis, nous avons une hausse de simili-cuir qui a remplacé le cuir, pourtant bourré de plastique, un nouveau débouché peut-être. Quand pourtant cette interdiction est présentée comme de l'écologie, faites ces petits gestes. Mais à qui profite cette fausse écologie, cette fausse science ? Car les déchets plastiques, il n'y en a plus.
Quel est le résultat de cette interdiction? Où en sommes-nous de la lutte contre ces déchets plastiques, donc la réelle pollution? Notamment concernant ce continent plastique, surnommé le 7e continent ou continent poubelle. Alors, vous savez, cette décharge immense qui s'est située entre Hawaï et la Californie. Et donc, le livre de Plastic Bashing m'a expliqué un peu ce qu'était ce continent et surtout d'où ça vient. Donc, il nous parle d'une étude d'octobre 2017 qui nous informe que les 4 millions de tonnes de déchets qui provenaient de fleuves et de rivières, que 95% d'entre eux sont issus de seulement 10 fleuves, dont aucun fleuve situé en Europe. Donc, c'est pas nous qui donnons du plastique. Voilà, donc je vais le dire un petit peu. Après, il n'y a pas que les États-Unis, donc c'est pas nous pour les tortues. C'est bon. Quand la lutte contre le plastique et non la lutte contre les déchets mal gérés, qui ça, là c'est fondamental, se concentre pourtant sur les pays riches, donc ceux qui polluent le moins. C'est marrant, ça rappelle le CO2. C'est ceux qui émettent le moins de CO2 qui ont le plus de restrictions. Bon, à ceci près que le CO2 n'est pas un polluant. Donc, l'on culpabilise le consommateur français pour une pollution qui n'est pas la sienne. Car pour ce continent plastique, ce n'est ni la France ni l'Europe qui sont responsables de cette pollution, mais 4 pays, donc les États-Unis, comme vous avez dit, mais aussi le Japon, la Chine et la péninsule coréenne, avec quelque chose qui m'a surpris, peut-être, via les filets de pêche. C'est vraiment les filets de pêche principalement qui donnent ces microfibres, enfin ces nanoplastiques. Et alors là, autre scoop incroyable, contrairement aux images utilisées pour illustrer ce continent, donc ce vortex où tourbillonne tout un tas de plastiques, de micro et nanoplastiques, en réalité, ils sont très peu visibles à l'œil nu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire attention. Et en fait, nous dit l'auteur, c'est à ne pas confondre avec ces images de décharge utilisées pour l'illustrer. Bon, voilà. Alors, il y en a après d'autres mesures gadgets par rapport au plastique, des petits gestes. On a eu l'interdiction des pailles en plastique, des couverts en plastique. Bon, les tiges de bâtonnet, c'est pas le consommateur. Alors, les couverts plastiques, c'est très étonnant. J'en ai acheté récemment. Et c'est des couverts en plastique. Mais comme il y a marqué réutilisable, c'est bon. En fait, c'est bien. Alors maintenant, on a l'interdiction des paillettes. Alors ça va résoudre le problème. Donc à partir du 16 octobre 2023, plus de paillettes. Bon, mais évidemment, toujours bien sur l'effet de ces interdictions sur le 7e continent qui continue de grossir. Évidemment, il n'est pas question de s'attaquer à la cause réelle, mais alors que fait le GIEC? Le GIEC, donc d'un côté, il est censé sauver la planète, il est missionné donc pour les questions du climat, puisqu'il prétend qu'on va pouvoir le réguler, et aussi, normalement, c'est lui, la gestion des déchets, notamment plastiques, comme ça, en sachant que le plastique est souvent fabriqué à partir de pétrole. Donc, le GIEC a eu quelques petits embêtements avec l'OMS qui, elle, sauve comme tout à chacun la santé des populations. Alors, l'OMS, donc cette organisation mondiale de la santé, qui a mis en place mondiale des mesures dites sanitaires pour une médecine universelle. Alors là, pour le Covid, un grand renfort de plastique. Les masques faciaux, les gants, les plexiglas, etc. Il y en a encore qui les gardent. Quand pourtant, micro et nanoplastiques, alors ça, ont été déclarés dangereux pour la santé, autant que polluants. Alors, est-ce que cette crise Covid, a-t-elle créé cette récente collision entre le GIEC et l'OMS? Parce que après cette interdiction de la gratuité relative des sacs de caisse, donc je dis relative, encore une fois, si on vous distribue quelque chose de gratuit, c'est que vous le payez par ailleurs. Donc la consommation des ménages en 2006, donc à sa période face, ça correspondait à 0,56% des déchets des ménages. Bon, on est arrivé à cette nouvelle injonction, donc celle de l'obligation de port des masques faciaux, en tout cas en France, ça c'était une obligation, à une consommation évidemment loin d'être marginale.
Hein, donc ce surplus de plastique qui se répand déjà, hein, pas simplement là, du coup, sur les fleuves, donc des micro et leurs nanoplastiques, et en plus, rien n'a été prévu en termes de destruction de ce déchet, quand même ces déchets avec un virus létal, ou en tout cas dit létal, auraient supposé une forme de destruction très particulière avec le DASRI, hein, c'est un protocole très particulier. On n'a pas vu rien. Alors, quand en plus la certitude sur la protection contre un virus ressemble, à mon sens, plus à un rite religieux qu'à une utilité médicale, j'en veux pour preuve que cela a été indiqué sur les emballages, en tout cas au tout début, que ça ne protégeait pas du virus. Donc, qui quand même renforce les doutes légitimes concernant l'utilité médicale des masques faciaux. Donc, je l'avais écrit dans un article qui s'appelait « Masque obligatoire, une mesure sans mesure, une démesure » en 2020. Et ça avait été repris dans François en septembre 2023, parce que rappelez-vous, l'an dernier, tout juste l'an dernier, on a voulu nous remettre les masques. Alors, celui qui avait voulu, c'est Aurélien Rousseau, et puis après, il y a aussi Catherine Vautrin. On ne sait plus après qui. Bon, voilà. Donc là, on vous a fait le N-Box, mais je ne sais pas s'il y avait les masques. Bon. Et aussi cette vidéo très intéressante du docteur Loridan, là cette fois de l'utilité des masques, même dans les blocs opératoires. Autant vous dire que le docteur Éric Loridan n'est pas très bien en ce moment avec les autorités. Donc. Alors, donc l'OMS vient donc d'intensifier une pollution réelle, du moins en termes de déchets, quand pourtant le GIEC, lui, n'en fait pas mention. Et il préfère nous montrer une sécheresse qui, cet été 2023, n'a pas eu lieu, qui, cet été 2024, n'a pas eu lieu non plus, et même on a eu des étés qui se sont distingués par beaucoup de pluie, en tout cas en France. Hein. Alors, la météo, le climat résisteront toujours par leur nature locale et imprévisible à la mondialisation. Hein. Ne pas leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas. Mais, bon... déjà, donc en novembre 2023, et à mon avis, ça a dû continuer, mais là, j'aimais bien le titre de l'article, mais je crois que ça continue, là c'est par rapport au froid, que BFM TV nous dit « Sécheresse, malgré les pluies, les nappes phréatiques encore en déficit ». Donc, peut-être qu'on a une sécheresse asymptomatique. Toujours est-il, c'est que l'utilisation de la météo pour faire passer ce genre de message, même si là ça marche pas bien hein, quand même, elle a été utilisée auparavant. Hein. Alors là, c'est Tim Wirth qui nous avoue, hein, il admet avoir effrontément manipulé l'audition en choisissant une date stratégique et en sabotant l'air conditionné. C'était pour une audition du Sénat sur le climat en 1988. 1988, c'est une date très importante, hein, c'est pas que le GIEC, mais c'est aussi beaucoup le GIEC. Croyez-le ou non, nous dit-il, nous avons appelé le bureau météorologique pour connaître le jour le plus chaud de l'été. C'était le 6, le 9 juin, peu importe. En tout cas, nous avons programmé l'audition de ce jour-là et bingo, c'était le jour le plus chaud jamais enregistré à Washington, presque. Il faisait une chaleur étouffante cet été-là. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons ouvert toutes les fenêtres la nuit précédente, je l'admets, pour que l'air conditionné ne fonctionne pas, hein, évidemment, comme il y a un régulateur. Hanson, donc James Hanson, on en reparlera plus tard, c'est quelqu'un d'important. Jim Hanson, James Hanson, il a plusieurs prénoms, comme Al Gore d'ailleurs, hein, parce qu'Al Gore c'est Albert, enfin, mais je finis que ça... Bon, ils ont changé. Donc Hanson fait son témoignage, les caméras de télévision chauffent en plus la pièce et l'air conditionné ne semble pas fonctionner. Il s'agit donc d'un ensemble parfait d'événements qui se sont produits ce jour-là, avec le merveilleux, donc dit-il, Jim Hanson, qui s'essuyait le front à la table des témoins et donnait ce témoignage remarquable. Tout comme d'ailleurs, il y a eu ce discours de Kissinger à l'Assemblée générale des Nations Unies 14 ans plus tôt, la météo locale est devenue un allié de poids pour faire passer le message. Bon, c'est un peu plus doué pour un peu plus de chance peut-être que BFM TV. En tout cas, les injonctions de l'OMS deviennent une source de pollution. Cette mec de la santé, il y a un petit équivalent, hein,
qui a fini par décider que les masques grand public, ce nouveau code vestimentaire, était fortement recommandé pour lutter contre l'épidémie de Covid. Donc nous, en France, on a été gâtés parce que c'était peut-être fortement recommandé par l'OMS, mais nous, c'était 135 € d'amende. Qu'il a fait s'opposer au GIEC, donc avec cette pollution plastique qui est censée le réguler, et à elle-même, donc comme je disais, puisque micro et nanoplastiques avaient été déclarés dangereux pour la santé. Alors, est-ce qu'on va assister à une opposition persistante de ces deux organismes? Sont-ils vraiment inconciliables, OMS, GIEC? Non, les récentes évolutions semblent nous dire que non. N'est-ce pas une réconciliation qui a eu lieu entre le GIEC et l'OMS avec la COP28 lors de cette inédite lettre? Donc, la COP28, c'est la conférence des parties sur le climat de l'ONU, qui s'est déroulée donc l'an dernier du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, avec ce courrier adressé au président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber, qui nous informait que plus de 46 millions de professionnels de la santé qui ont écrit, qui lui demanderaient de veiller à ce que les négociations de Dubaï aboutissent à une accélération de la suppression des combustions fossiles, qui serait décisive pour la santé de tous. Donc, quand on sait ça, on sait que c'est plutôt l'inverse, c'est même l'inverse. En tout cas, main dans la main, les recommandations santé vont ici se retrouver, réalignées avec celles du GIEC qui se sont réconciliées. À la COP28, donc j'avais un ami qui est allé, je lui dis mais c'est comment là-bas? Il me dit c'est un gigantisme pas possible, au niveau de la taille c'est plus de 80 000 personnes, un light show qui dépense énormément d'électricité, il y a des pavillons, des grands blocs, c'est un peu comme une exposition universelle des dernières innovations pour lutter contre le dérèglement climatique, tel est le thème. En réalité, c'est un gigantesque marché de crédit du carbone, ou sans doute. Mais voilà, c'est ça. Résultat de cette COP28, de cette suppression, en tout cas de cette intention qui les a fait aligner, oh là là, ils ont pour la première fois reconnu la nécessité d'une transition, encore une, hors des énergies fossiles, mais bon, sans objectif chiffré ni précision de date de sortie définitive du pétrole. Donc, voilà. Une autre confirmation de cette réconciliation, là, cette fois, c'est l'OMS. L'OMS qui nous parle maintenant de la crise climatique et qui nous dit notamment en janvier 2024 que en 2024, près de 300 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire et d'une protection. On estime que 166 millions de personnes auront besoin d'une assistance sanitaire. Les conflits et la crise climatique ont eu une incidence sur les soins de santé, ont aggravé les menaces dans le monde entier. Donc voilà, ils luttent ensemble contre les énergies fossiles, contre tout ça. Aucun changement, il s'agit toujours de décarboner, de lutter contre le CO2. Faut savoir que ça, c'est un programme qui s'est mis très vite en place, même si les débuts remontent au 19e siècle, dont on le voit par rapport à Rockefeller. Mais on le voit aussi grâce à ce livre, là aussi absolument fabuleux, de Claude Allègre, publié en 2010 aussi le passeur de Benoît Ruteau qui pensait que c'était la fin, qu'il était à la fin d'une cabale lui aussi. Donc là, c'était publié chez Plomb. Et donc, c'est lui qui explique que donc, cette prise de conscience avec le démarrage du mythe sur le rôle possible du CO2 du climat. Donc, au départ, c'était savoir est-ce que le CO2 aurait un rôle sur le climat, ce qui est encore assez à savoir, à questionner. Donc, avec Joseph Fourier au 19e siècle, puis Svante Arrhenius au début du 20e siècle, et puis des géogéophysicistes suisses, Revel Killing, qui entreprennent l'installation de ce fameux observatoire de Hawaï destiné à mesurer les teneurs du CO2 de l'atmosphère. Donc il fallait bien dire que le CO2 avait sûrement un rôle pour faire installer cet observatoire, point de financement notamment. Alors, au début des années 60, les météorologistes sont pleins d'espoir à croire qu'ils vont pouvoir comprendre le fonctionnement de l'atmosphère afin de pouvoir prévoir le temps avec exactitude, à échéance lointaine, et ce grâce à deux instruments, donc les ordinateurs et les satellites d'observation. Et même à croire,
croyances, religions. Bon, enfin, ils veulent croire que s'ils ne peuvent prévoir le temps, c'est faute d'ordinateurs suffisamment puissants et que c'est simplement à cause de ça, pas parce qu'ils ont fait d'autres enquêtes. Ensuite, on arrive aux années 70. Alors, on a un basculement concernant le climat où l'homme, voilà, les années 70, l'homme est présenté comme responsable coupable. Mais de quoi est-il coupable? Il est coupable de la glaciation. Le global cooling avec deux meneurs, donc Stefan Schneider et James Hansen, Jim Hansen, dont je viens de vous parler. Et s'enchaîne donc avec les années 80 une opposition, puisque ces mêmes meneurs, avec cette même foi, oui, je crois qu'on peut parler de foi, cette fois-ci c'est l'offensive du global warming. Donc le réchauffement climatique, c'est les mêmes qui ont fait ça. Associé du coup avec des prédictions de désastres climatiques fondées sur des modèles d'ordinateur, pas sur l'observation. Et 88, donc cette date fatidique, donc 88, le témoignage retentissant de Hansen devant le Congrès américain. Donc, voilà. Sa rencontre avec Albert Gore. Et dans la foulée, donc la création du GIEC, alors avec d'une part qui travaille dès le départ sur le principe du consensus, évidemment, et d'autre part décide d'être alarmiste pour être entendu. C'est-à-dire plus ils seront alarmistes, plus ils seront entendus, plus ils seront financés. Donc, les conclusions du GIEC, c'est là qui engage énormément de gens, sont menées par le groupe 1. Et ce groupe 1, par exemple, en 2007, nous apprend que Claude Allègre était composé de 34 personnes. C'est 34 personnes qui décident le monde. C'était en 2007, c'est toujours pareil. Donc, c'est le groupe 1, le groupe 1 au sein du GIEC. Donc en 1997, c'est le protocole de Kyoto. Alors, il n'est pas efficace. J'ai l'impression que tous les protocoles, enfin, ça dépend ce qu'on appelle efficace, mais il est devenu une référence concernant la réduction du CO2. 2006, c'est le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, avec après son prix Nobel de la paix, comme Obama. Médiatiquement, le consensus autour du credo du réchauffement climatique s'installe à partir de ce film. Il y a cette idée, on l'a vu dans le film, on y croit. Donc c'est 10 ans, à peine 10 ans, 88-2006. Voilà. Donc 10 ans qui amènent à cette lutte contre les énergies fossiles via les émissions de CO2, à faire cette transition écologique, et qui, encore une autre surprise, a rendu désormais et encore plus le nucléaire écologique. Cet autre curieux basculement, avec une opposition en plus, et toujours avec les mêmes acteurs. Alors, quand avant, nous avions ce nucléaire bashing, donc ça, c'est ce que nous dit notamment Joseph Taillefer dans son livre Plastic Bashing, qui compare, qui est semblable donc au plastic bashing qui est toujours, qui perdure aujourd'hui, bon, hormis sur les masques faciaux, hormis sur le carton, des gobelets en carton, enfin, je veux dire, les gobelets en carton sont remplis de plastique, parce que sinon, l'eau voudrait. Bon. Alors, pourquoi ces bashing, ces cabales, ces dénigrements, même ces chasses aux sorcières? Donc, avec ce GIEC, cette OMS, un peu comme des grands inquisiteurs, peut-être. Alors, il y a une piste à explorer, donc, qui est notamment développée là. Il faut savoir qu'en avril 2023, il y a eu un rapport intitulé « Rapport d'investigation. Comment l'Allemagne finance l'affaiblissement du secteur nucléaire français ». En juin 2023, le rapport EGE, l'École de guerre économique, dont Pierre-Yves est issu, qui consacre toute une partie à cette fondation, la fondation Heinrich Böll. Donc cette fondation, elle est présente à l'international et ouvertement affiliée au parti écologique allemand Alliance 90 Les Verts et financée par le gouvernement allemand. Et c'est cette même fondation qui publiait en 2020 un document vitriol contre le plastique et relayé par les médias français, tout content de titrer « La France sans plastique ». Et qui va aussi organiser notamment un événement à l'Assemblée nationale française, une petite fête peut-être.
faut bien comprendre que sans plastique, ça veut dire la France sans industrie plastique. C'est ça que ça signifie. Alors, pour affaiblir l'industrie française de la plasturgie, peut-être? Il faut savoir que l'Allemagne est notre principal rival. Bon, peut-être ça expliquerait pourquoi il y a des bashings. Alors, aujourd'hui, plus particulièrement sur l'OMS. Donc, l'OMS, cette Organisation mondiale de la santé, donc c'est une organisation qui a été créée en 1948, donc 40 ans avant le GIEC, qui aussi est une émanation de l'ONU, il y a un fond commun, qui est aussi se trouve en Suisse. Bon. Et aussi, on y trouve une uniformisation des recommandations, on dira une mondialisation, que l'on voit au travers des injonctions, les mêmes pour tous, à valider une médecine allopathique, celle qui a recours uniquement aux produits de Big Pharma. Et en quoi les recommandations de l'OMS concernant le Covid, diffusées par les médias, dits de référence, médias mainstream, peuvent faire penser à une imposture scientifique. Comment reconnaître l'imposture scientifique là? Alors moi je vous ai proposé un vadémécum avec 3 étapes. Étape 1, la découverte est très trop vite validée sans données précises. L'exemple, sortir de l'épidémie grâce à un vaccin. Étape 2, une période de confusion avec des rumeurs contradictoires. Bah oui, l'épidémie continue et touche même ceux qui sont vaccinés. Étape 3, le détail crucial est révélé qui annule la validité de la découverte. Pfizer avoue ne pas avoir testé l'efficacité de ses vaccins contre la transmission du Covid via une déclaration d'une représentante de Pfizer, Janine Small, le 10 octobre 2022 au Parlement européen. Et récemment, donc le 24 octobre 2023, à l'émission Télématin sur France 2, Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique. Alors pour ceux qui avaient oublié ou qui auraient voulu oublier, le Conseil scientifique a été institué le 11 mars 2020, donc je vous fais ce rappel, par Olivier Varan, que peut-être vous aviez oublié ou auriez oublié. Alors, ministre des Solidarités et de la Santé, donc ce conseil scientifique était là pour, dit-il, éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au coronavirus. La source est bien de Wikipédia. Ce, à la demande de Macron, alors peut-être justifiant ainsi la caution scientifique de toutes les mesures politiques prises à l'encontre de la population française. Donc, Jean-François Delfrécy, ce professeur, nous déclare que le vaccin ne protégeait pas contre la transmission Covid, que oui, le conseil scientifique a pu se tromper, que le vaccin n'a pas joué le rôle qu'on attendait, et que oui, les vaccins ARN messagers ont des effets secondaires, et que Véran était au courant en mars 2021. Soit 4 mois avant la mise en place du pass sanitaire en juillet 2021. Donc nous avons là un professeur en pleine promotion de son dernier ouvrage intitulé « Un médecin au front », Garnier, aux éditions du Seuil, qui nous avoue donc que nous nous sommes trompés initialement en disant qu'il protégeait contre la transmission. Rappelons que son avant-dernier livre s'intitulait « 40 ans de bioéthique en France » aux éditions Antique Jacob et qu'il est toujours président du comité consultatif d'éthique depuis 2016. Bon. Alors, où nous ont mené ces déclarations? Peut-on parler d'impunité, puisque Véran savait? Alors, avec un tel vaccin inutile mais pas inoffensif, tel que l'a déclaré Delfrécy lui-même, cela peut-il faire s'interroger sur un but de dépopulation, comme l'interroge Emmanuel Darle dans un des CSI de février 2024? Cette lutte contre le virus, comme celle contre le CO2, pourrait-elle permettre d'atteindre cet idéal religieux néo-malthusien des Rockefeller, à faire réduire la population sur la planète au nom de l'écologie, afin de sauver la planète, quand déjà cette fausse médecine participe à l'effondrement économique d'un pays? Avec cet exemple éloquent, quand nous dit Christian Perron que des experts
ont décrété qu'il fallait faire des tests PCR à tout le monde. Et savez-vous, dit-il, que les tests réalisés par les Français au seul mois de décembre 2021, donc sur un mois, on arrive à 8,8 milliards d'euros pris en charge par l'État. Un mois, 8,8 milliards seulement sur les tests PCR. Quand ce test ne soigne personne, hormis à générer des faux positifs, donc des déclarés malades, des personnes en parfaite santé. Alors, pourquoi les politiques en France ont-ils là décidé de casser la médecine? Alors, nous dit Christian Perron, c'est la crise Covid-19 qui m'a permis de comprendre le pourquoi du comment. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que les employés privés du cabinet de conseil de McKinsey occupaient des postes de fonctionnaires au ministère. Il ne faut pas s'étonner si depuis plusieurs années, beaucoup de pays sous influence prennent en même temps les mêmes décisions, même si elles sont délirantes. Alors délirantes, oui, effectivement, au sens médical du terme, assurément. En revanche, efficace pour une médecine sans médecin, qui perdent la liberté de prescrire et ne font qu'appliquer des protocoles. Les mêmes pour tous les patients, aussi efficaces pour ne pas soigner, comme la prescription de Doliprane pendant le crise Covid. Comme si la médecine pouvait être un algorithme, un algorithme comme les autres, ajoute Christian Perron, alors que pour moi, la médecine est avant tout humaine. D'ailleurs, tous les grands médecins de l'Antiquité étaient des philosophes, mais aussi des musiciens, des poètes. Ils avaient une vision humaniste et globale de la médecine. Alors, d'aujourd'hui, de l'amalgame science et religion à l'amalgame science et politique, de cet exemple français que l'on vient de voir avec la création de ce conseil scientifique à l'international, l'OMS et le GIEC, ces deux organismes mondialistes dictant leurs consignes, qu'il s'agit absolument de suivre, condamnant les réfractaires sous peine d'amende ou mieux. À vous lire, vous rappeler que se met en place un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Il précise que un des principes généraux du droit international veut qu'une fois qu'un instrument juridique international est en vigueur, il a force obligatoire pour ses parties. Il a force obligatoire pour ses parties qui doivent remplir en toute bonne foi les obligations qui en découlent. Donc on est au-dessus de chaque nation. Des organismes qui pourtant se disent scientifiques, assénant un consensus scientifique dont l'expression même est un non-sens. Je le rappelle, par rapport au passé, que c'est déjà ce prétexte qui avait été utilisé par les créationnistes des années 80 afin de mettre en cause la validité de la théorie de l'évolution, avec déjà cette juxtaposition politique. Alors nous avons une mondialisation des recommandations vers une uniformisation, en tout cas une négation du terrain, assurément, à se prévaloir d'un savoir, d'une science qui pourtant ne s'appuie que sur des modélisations, avec un dieu ordinateur, comme le suggère Claude Allègre, mais sur l'absence d'expérimentation et d'observation. Alors, où est la science moderne, celle qui base, encore une fois, ses conclusions sur l'expérimentation et l'observation? Sommes-nous revenus d'avant Galilée? Ne sommes-nous pas dans le champ de la croyance qui, en pire, mène au fanatisme de certains, tant les discours culpabilisateurs sont renforcés et banalisés? Bien là de la science religieuse, n'avons-nous pas affaire avec ces organismes dogmatiques qui émanent de l'ONU, effectivement, au Vatican de l'écologisme avec le GIEC, à la Mecque de la santé pour l'OMS, dans cette confusion science-religion? Quant aussi l'ONU, qui est un organisme proprement politique, il faut aussi se confondre politique et science, comme d'ailleurs l'avait titré Wikipédia concernant le GIEC. Pour rappel, cette différence fondamentale entre politique et science, la politique ne pose pas de questions, elle met en acte concret, elle organise sur un temps court une mise en application selon certaines idéologies. La politique est idéologue, pas la science. La science cherche, la politique doit trouver. Que cette confusion pose la question de l'imposture en science, mais de l'imposture, mais aussi du grand danger qui est de laisser amalgamer les politiques ou toute forme de pouvoir, le savoir, la science, à la croyance et la religion,
qui, là, est là le grand danger à mon sens, qui fait sauter les frontières fondamentales entre vie publique, vie privée, vie intime de chacun et de tous. Cette intrusion qui fait fi de la singularité de chacun, de son être, de son âme, au risque de devenir un objet, un mécanisme, une marchandise humaine peut-être. Donc cette idée de la religion qu'avait Rockefeller, où la richesse financière est vue, elle, comme un don de Dieu, donc on peut supposer que ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas reçu le don. En tout cas, c'est une éthique baptiste des Rockefeller et de leurs descendants qui continuent encore à financer les actions, disent-ils, pour sauver la planète. Dès le début de sa carrière, John D. Rockefeller comprit l'intérêt de prendre le contrôle de l'éducation et de la recherche, on le voit très bien, avec l'aide de son conseiller financier, le pasteur baptiste Frederick Gates, engagé pour diriger les activités philanthropiques. Il commence à fonder ou à financer une longue liste d'importantes institutions. Il est inspiré donc l'éthique baptiste et avec une théologie de la prospérité. Il considérait sa richesse, donc comme je dis, un don de Dieu offert aux plus méritants et aux plus travailleurs, donc les autres. Avec ses immenses ressources, il voulait rendre le monde meilleur, enfin, selon son idée du monde meilleur, évidemment. N'assistons-nous pas à une nouvelle religion environnementale, avec la création, notamment, et là il y a la photo aussi dans ce livre, d'une arche de l'espoir qui a été faite avec la charte de la terre, qui remplace, tenez-vous bien, l'arche de l'alliance de la Bible avec ses 10 commandements. Donc il y a bien cette juxtaposition, ce remplacement qui se fait, avec cette mission très politique de la création d'un nouvel ordre mondial, qui serait la création d'un monde parfait, celui de Rockefeller, avec un programme intitulé One World. Un seul monde. Une civilisation planétaire dotée d'une conscience globale. Bon, on l'a vu avec Teilhard de Chardin, la suite qui est écrite avec les auteurs New Age. Ce qui s'est mis en place pour ce faire, qui a donc commencé dès le 19e siècle et s'est poursuivi sans relâche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand beaucoup d'entre nous, occidentaux, pensions que nous étions en paix. Alors, à lire ce dernier livre que je vous présente, qui s'intitule Les Destructeurs, US Imperium, qui est paru en 2023 aussi aux éditions Jean-Cyril Godefroy, qui dénonce notamment cet écologisme. Donc, l'auteur Jean-Louis Zambert, qui utilise l'expression, alors lui, c'est pas les cardiocentristes, lui il parle des écologistes de salon. Citant ceux qui disent de dénoncer les catastrophes humanitaires et environnementales, avec notamment le déversement de ces tonnes de bombes à uranium appauvri qui mettront des milliards d'années à se désintégrer, causées par la machinerie de guerre sans répit de l'OTAN. En vue de cette hégémonie, en vue de cet un seul monde uniformisé, d'humains clonés, tel l'avènement d'une nouvelle religion sous couvert de science. L'évidence que les structures politiques et économiques mondialistes voudraient que cela soit confondu, que savoir et croire deviennent synonymes. Non, la science, la vraie science, non, l'esprit scientifique même ne peuvent être une question de croyance, mais c'est une question de savoir, de réponses qui posent de nouvelles questions en permanente évolution, sans certitude, basées sur l'expérimentation et l'observation. Donc aujourd'hui, pour demain, pour conclure le retour de la science au service de tous, n'est-ce pas ce que nous souhaitons, la pratique scientifique, effectivement, contredit le mythe de la vérité scientifique, qui montre que les savants, les experts ne correspondent pas à l'image d'Épinal qui est fabriquée par l'école et les médias. Là, je vous donne en exemple cet échange que j'ai eu avec François Gervais, qui aussi publie des livres fabuleux aux éditions Artilleur, qui me parle d'un désaccord qu'il aurait eu par rapport à l'hypothèse de Claude Allègre, que je vais souligner concernant le CO2. Claude Allègre croyait un peu au polluant du CO2 dans certaines circonstances, et proposait certaines solutions. En même temps, nous étions en 2010, je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc François Gervais m'écrit « Quant à pomper le CO2 de l'air, mieux vaudrait oublier.
parce qu'à un moment donné, il y a cette idée de pomper l'air. Ouais. D'une part, ce serait au détriment de la végétation et des plantes nutritives, car pas moins de 1/3 de nos émissions bénéficient par photosynthèse à leur croissance, mais surtout des ordres de grandeur symbiose. Le coût de la tonne extraite de l'air grâce à d'importantes subventions revient à 375 à 600 euros. Bon, donc ça c'est la tonne. Il y en a 3300 milliards dans l'atmosphère. Vider le ciel de la moitié de son CO2 coûterait l'équivalent de quelques 10 fois la dette souveraine mondiale. C'est vrai qu'on n'a pas assez de dette. Sans aucun bénéfice, puisque l'analyse du spectre infrarouge de l'atmosphère indique que le CO2, soit quand il est dégazé des océans les années chaudes d'El Niño, il y a 60 fois plus dans les océans que dans l'atmosphère, soit quand il est anthropique, donc venant de l'humain, a réchauffé notre planète de seulement 0,4 degrés en 175 ans. Ce qui ne relève pas, franchement, dit-il, de la menace existentielle ni de l'apocalypse. Bon, quand, dans l'esprit du grand public, la science est trop souvent associée à un savoir absolu, qui d'ailleurs émane ceux qui voudraient être détenteurs d'avoir absolument raison, un pouvoir prodigieux qui peut facilement abuser, tellement le scientifiquement prouvé donne une légitimité et favorise les financements. Rappelons-nous, c'est ce que Freud avait tenté pour faire exister la psychanalyse au tout début. C'était la seule façon. Comme aujourd'hui, on va justifier par du crédit carbone. Oui, alors ça, voilà, pour faire. Donc même ceux qui n'y croient pas se retrouvent à être complices malgré eux. Quand les chiffres aujourd'hui, les modèles prédictifs sont utilisés à la place des observations, à la place du terrain, et que les mesures politiques ne se basent que sur des prédictions, voire sur des spéculations. Donc, en réalité, nous le savons, et donc ça va reprendre ce que c'est Claude Allègre, on ne peut prévoir, et même la vie est imprévisible, on ne sait pas ce qui va se passer, tant heureusement d'ailleurs. Et là, il nous expose que les premiers ordinateurs ont été construits à la fin des années 40 parce que des mathématiciens comme John Feynman pensaient que celui qui disposerait d'un ordinateur, une machine capable de traiter simultanément un grand nombre de variables, serait en mesure de faire des prévisions météorologiques. Réussir enfin à faire entrer le temps dans le champ de la connaissance humaine. Et pendant 40 ans, les hommes ont poursuivi ce rêve. Ils ont cru que pour faire des prévisions, il suffisait d'emmagasiner suffisamment d'informations et que si l'on avait des connaissances suffisantes, on pouvait tout prévoir. Depuis Newton, c'est une croyance chère aux scientifiques. Non, parce qu'on a la théorie du chaos, d'ailleurs, qui a bien embêté les météorologistes, mais j'en parlerai une prochaine fois. La théorie du chaos démontre que ce n'est qu'un mirage. Elle nous apprend qu'il est absolument impossible de prédire certains phénomènes. Donc, qu'il fera ne peut être prédit, et encore aujourd'hui, plus de quelques jours à l'avance, tout l'argent dépensé pour les prévisions à long terme, un demi-milliard de dollars, donc là on est en 90, j'ose imaginer aujourd'hui, en quelques décennies et de l'argent gaspillé, dépensé en pure perte. Une entreprise aussi illusoire que de vouloir transformer le plomb en or. Nous nous moquons de ce que les alchimistes essayaient de faire, mais les générations futures se moqueront de nous de la même manière. Nous avons tenté l'impossible et nous y avons englouti en vain des sommes considérables. Il existe en fait de grandes catégories de phénomènes qui, par essence, sont imprévisibles. Apparemment, Edward n'est peut-être pas lu Crichton. Enfin, vous n'avez surtout pas lu. Donc, nous avons ce danger du tout numérique, de tout chiffré, du binaire, du tout ou rien, donc sans nuance, rappelant les équations de Ptolémée, qui étaient chiffrées pour prouver pour défendre une imposture. Quand les mathématiques sont confondues avec le terrain, que la carte n'est pas le territoire, c'est vraiment des évidences. Quand le milieu scientifique est mu par l'espoir irrationnel, les préjugés, la quête de gloire, la rivalité, les enjeux idéologiques et les intérêts économiques, autant que la recherche de vérité, bien que bon, Michael Crichton n'est pas tout à fait d'accord. Il dit « Je vais vous expliquer ce qui ne va pas chez les ingénieurs et les scientifiques. » Oui, il parle.
Alors, les scientifiques nous répètent à l'envi qu'ils cherchent à découvrir la vérité sur la nature. Il y a du vrai là-dedans, mais ce n'est pas ce qui les motive. Personne ne peut être mu par une abstraction telle que la recherche de vérité. La véritable préoccupation des scientifiques est la réussite. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils peuvent faire quelque chose et ils ne prennent jamais le temps de se demander s'ils devraient le faire. Par commodité, ils qualifient cela de considération oiseuse et s'ils ne le font pas, eux, ce sera quelqu'un d'autre. Ils ont la conviction que les découvertes sont inévitables et c'est simplement d'être les premiers. Telle est la règle du jeu dans le monde scientifique. On va dire qu'ils sont aussi nuls par la recherche de l'esprit. Mais aussi que l'écrit Christian Perron, que toute cette crise, donc là il parle de la crise Covid, mais évidemment toute la crise, a fait remonter à la surface cette corruption et ces manipulations grâce à tous ces citoyens du monde qui ont accepté de douter, de se renseigner, de se regrouper, d'échanger et d'interroger. De même, je pense que c'est à chacun à cultiver l'état d'esprit scientifique, que nous soyons scientifiques ou pas, qui permet de voir ce qu'offre la science et surtout ce qu'elle n'est pas, et de voir cette fausse science en marche. Avoir conscience de notre pouvoir en tant que citoyen, que nous soyons scientifiques ou pas, et notre place n'est pas celle d'obéir en croyant que certains savent mieux que nous. Je prends l'exemple du médecin. D'ailleurs, j'ai vu récemment, hier, une interview de Claude Simès qui dit évidemment tout l'inverse de ce que je vais vous dire, qu'un médecin ne sait pas mieux que vous. Lui, il dit que le médecin sait mieux qu'eux. Qu'il peut croire qu'on peut savoir qu'il sait certains éléments sur une maladie, il ne peut savoir sur la maladie d'une personne et l'on peut exiger qu'il le sache. Il estime que le patient doit écouter le médecin qui sait mieux que lui. Alors effectivement, donc notre place n'est pas celle d'obéir en croyant que certains savent mieux que nous. N'est-ce pas cela la souveraineté personnelle? Donc quand l'esprit scientifique nous ramène à cette réalité que l'on ne peut donner la réponse à cette question « Adam avait-il un nombril ?» qui va rester au stade d'une énigme que la science ne peut résoudre parce que la science ne peut répondre à cette question, qu'elle n'est pas non plus religion, qu'elle ne peut répondre aux questions existentielles. En revanche, elle nous apprend ce qui est de l'ordre philosophique, cette humilité qui nourrit aussi une quête permanente de savoir, que l'on sait que l'on ne sait rien tout à fait, qui alimente ce plaisir de chercher, d'apprendre encore, de partager, de la recherche qui est renouvelée à chaque nouvelle découverte, qui me fait écrire cet aphorisme « Seul le savant se sait ignorant ». Qu'il s'agit d'accepter, enfin, de savoir que l'on ne sait rien, comme l'a si bien dit Gabin. Alors, je me retrouve de sa voix, lui, qui nous dit maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Je sais qu'on ne sait jamais. Je sais qu'on ne sait jamais. Merci Jean Gabin. Donc cette recherche sans fin, cette recherche pour elle-même, n'est-ce pas cela la science? N'est-ce pas cela la vie même? Je vous remercie. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.